Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Trading the Trend. Nous sommes aujourd'hui dimanche 20 mars 2022. Je vous accueille avec un Bitcoin qui évolue au-dessus des 40 000 dollars. Il corrige un petit peu aujourd'hui dimanche, même si je m'attends à ce qu'il revienne en haut de son range journalier court terme d'ici les prochaines 24 heures. Le marché altcoin a largement reverdi cette semaine. Là, il corrige un petit peu avec le Bitcoin qui fait un tout léger pullback. Et vous voyez que le marché altcoin, lui, recule un peu plus. Preuve encore d'une fébrilité sur les marchés qui profitent du moindre rebond et de la moindre faiblesse pour sortir de leur trade. Sans transition, on va passer à la charte du Bitcoin en weekly. Le niveau intéressant à venir casser pour confirmer une hausse est celui-ci à 43 200 dollars. C'est un niveau qu'on a identifié depuis déjà l'automne dernier. En dessous, vous avez ce niveau bleu environ à 38 000 dollars. C'est un niveau important qui avait servi de support lors du rebond de l'été et c'était un niveau daily mais pas weekly. C'est pour ça qu'il ne se voit pas forcément ici. On est venu y passer quand même une de 3 semaines là au niveau de la clôture. Il y a 3 bougies très proches ici qui pourrait être un signe d'accumulation. Et comme je l'avais dit la semaine dernière déjà dans ma vidéo, une clôture au-dessus des 39 000, 40 000 dollars pour le mois de mars serait très positif pour le deuxième et troisième trimestre de cette année pour un Bitcoin qui irait alors chercher au-dessus des 50 000 dollars. Il reste encore une dizaine de jours sur ce mois-ci, donc rien n'est joué. La clôture weekly du CME, elle est intervenue dimanche. On a clôturé à 42 000 dollars environ, 41 900 dollars. Ici, le niveau weekly à les casser est aux environs des 43 700. Je vais enlever le log. Et le niveau à aller chercher ici en clôture weekly est à 43 300, 200, à peu près le même que sur le spot. Le niveau bleu ici, c'est le daily, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'on ira chercher les 43 000 sur la clôture de ce soir. Par contre, dans la semaine à venir, si le rebond se poursuit, le prix pourrait en daily aller chercher ces 44 500 en clôture. Et au niveau des mèches, vraiment, il faudrait évoluer et casser ce niveau des 38,6 qui sert de barrière très forte depuis déjà un certain temps. Du reste, l'invalidation de ce scénario d'accumulation se situerait là à une cassure des 38 000 dollars où on irait chercher les supports précédents au niveau du précédent gap CME entre 32 et 34 000 dollars. À mon avis, il tiendra lors du premier test après avoir si on vient l'affaiblir au cours du temps et casser en dessous. Ça, c'est vraiment les informations principales qui à retenir et qui sont les mêmes depuis déjà quelques semaines, puisque vous voyez que ça fait plusieurs mois qu'on évolue dans ces prix-là de manière relativement stable à des niveaux bas, ce qui explique que le marché altcoin, lui, se casse la figure. Alors pas tous, hein, si vous avez regardé ma vidéo sur US par exemple, US est un des assets qui résiste assez bien à ce contexte morose sur le marché des cryptos. Alors là, c'est des indicateurs un peu avancés que je regarde, pas forcément Ishimoku, que je vais désactiver puisque je l'utilise assez peu au final. La première, c'est l'indice de volatilité, le BBWP. Là, au niveau du monthly, on n'a jamais été aussi bas depuis 2011. On peut imaginer une droite de tendance qui se dessine avec de moins en moins de volatilité au cours du temps, ce qui est normal, l'asset grossit. Au début, vous voyez qu'il était que très volatile sur une base mensuelle. Si vous changez bien sûr de time frame, vous aurez des lectures différentes et qui peuvent aussi apporter d'autres informations. Mais là, on va s'intéresser plutôt à une lecture un peu plus moyen-long terme, qui est un nouveau format que sans doute je vais conserver pour faire de l'analyse technique sur le Bitcoin, qui pour moi représente le pouls du marché crypto. C'est pour ça que je m'y intéresse. C'est pas forcément que je le trade, et je le trade d'ailleurs pas du tout, hein, je n'ai pas de Bitcoin. Mais ces mouvements influent sur tout le reste du marché, donc il est très intéressant de voir comment cet asset se comporte pour se donner un edge, un avantage sur le reste du marché altcoin. On peut imaginer une redondance ici sur le BBWP, et là on pourrait y rebondir pour aller chercher de la volatilité. Alors, pour aller regagner de la volatilité, puisqu'on a des volumes amorphes depuis le printemps 2021, comme vous voyez là. Cependant, sachez que le BBWP est un indice à la direction neutre. On peut avoir une volatilité qui s'étend vers la baisse, avec les prix qui baissent, ou à la hausse. Pour l'instant, en monthly, en tout cas, ce qu'on voit depuis 2017, c'est que la volatilité augmente avec les prix qui montent, et lors des phases de correction,
ce qu'on pourrait appeler un dip sur le long terme, sur plusieurs années, on voit que la volatilité baisse, ce qui est concomitant avec ce scénario de réaccumulation de personnes qui rentrent à nouveau sur le marché d'une correction après avoir pris des profits si on était rentré par exemple ici. Pareil, on voit que la volatilité s'étend à nouveau lorsque les prix réaugmentent et depuis cette consolidation-là, on a une volatilité qui baisse qui est concordante avec ce scénario de réaccumulation. Là en bas, vous avez un indicateur d'accumulation-distribution et il est plutôt intéressant à étudier en monthly. Lorsque vous avez la pente de la courbe qui change, et on peut le voir depuis quasiment l'inception du Bitcoin, là la première fois que cette pente change, c'est en 2012. Là vous voyez qu'on a démarré que en descendant puisqu'il n'y avait pas assez de data, l'asset était trop jeune à ce moment-là. Vers mai 2012, on a donc la pente qui change et dans ce cas-là, le prix va vers le haut ensuite. Alors là, il y a beaucoup de volatilité, là ça se voit pas parce qu'on est en log et que ces variations de prix sont bien inférieures à ce qui se passe récemment, mais là, il y a des corrections de 70, 80, 50% qui se passent assez régulièrement. C'est un indicateur de moyen long terme. N'utilisez pas ça pour trader sur des trades courts qui se passeraient sur un ou plusieurs jours. Ensuite, au pic du marché de 2013 et pas au premier pic, après le deuxième top, on a cette pente-là qui change. Les prix vont en descendant pour marquer un bottom. Et vers août 2015, cette pente-là devient positive à nouveau, marquant une accumulation à ces niveaux-là pour faire repartir le marché. Et là, vous voyez qu'après le pic du marché 2017, cette pente-là devient négative, marquant une distribution et le début du bear market. En janvier 2019, on a les premiers signes d'accumulation sur cet indicateur-là. Et récemment, sur l'année 2021, nous avons eu en 2020, après le fameux rhume de mars 2020, une réaccumulation très rapide, hein. Vous voyez que c'était extrêmement rapide cet événement-là. Je ne sais pas si les personnes qui étaient rentrées là, tous ont eu le temps de sortir au rebond et puis ensuite reprendre. Ça a été très très violent comme mouvement. On a distribué à ce pic du printemps, comme on le voit sur cet indicateur, depuis on distribue. Alors on n'est pas allé aussi bas que par le passé. Est-ce que ça veut dire qu'on y retournerait comme ici? C'est possible, il n'y a pas de formule magique, mais on voit pour la première fois que la pente est en train de s'inverser, peut-être comme ici. Alors ça pourrait se renverser à nouveau, comme on l'a vu ici et ici de manière temporaire. Et là, par rapport à avant, nous ne sommes pas allés en zone rouge, ce qui est aussi traduit par le prix qui n'a chuté que, et je mets des guillemets entre que, 50%. Ça s'explique aussi par l'avènement d'autres acteurs qui arrivent sur le marché Bitcoin et crypto, les institutionnels, etc., qui eux se manifestent et créent un bottom peut-être plus tôt, puisque Elon Musk était rentré vers les 30 000 $. Pareil pour Michael Saylor. Et si je reviens à la courbe du RSI, on a toujours cette droite de tendance en monthly, en mensuel, donc qui reste encore valable et qui est en train d'être testée pour peut-être faire repartir les prix vers le haut pour avoir un rebond. On a certes des signes de tout ça, je vous ai donné les points d'invalidation. Ensuite, une clôture mensuelle à 40 000 $, je ne serais pas si confiant pour un rebond dès le printemps. Autrement, des indicateurs plutôt plus réactifs, et notamment le daily en journalier, une clôture en dessous, des 38 000 $ en daily ouvrirait la porte à un retour autour des 30 000 $, puisque le niveau des 38 000 $ a été défendu sur plusieurs semaines déjà. Ce serait une marque de capitulation de ces acheteurs-là qui se sont manifestés. Et maintenant, je vais passer à de l'analyse on-chain, donc l'analyse de la blockchain, via les données Glassnode. Je vous mets bien sûr le lien de la chaîne Glassnode officielle dans ma description. Je n'ai pas d'abonnement Glassnode qui coûte à peu près 10 000 $ par an. Les données qui me sont données de manière hebdomadaire me suffisent assez pour compléter mon analyse et mes prises de position. C'est quelque chose que j'ai commencé à faire dès la semaine dernière, que je vais poursuivre là. C'est un nouveau format. Je vais essayer de le conserver parce qu'il m'a l'air d'être intéressant. Ici, vous avez le bear market de 2018 et les gains ou les profits réalisés. C'est-à-dire que les personnes ont vendu leur Bitcoin en vert ou en rouge. En vert à profit, en rouge en perte. La courbe blanche grise qui est juste derrière, c'est la courbe du prix du Bitcoin qui évolue à ce moment-là entre 3 000 $ ici, alors on n'a pas l'échelle, et 10 000 $ environ.
Ce qui est intéressant dans ce bear market là, c'est qu'après le top qu'on a posé, là on a une sortie de profit au maximum. La première vente à perte massive se passe sur le premier crash, comme on l'a vu là. Ensuite, bien sûr, ça continue avec des sommets descendants au niveau du prix. C'est-à-dire que les possesseurs de Bitcoin sortent à des prix de moins en moins hauts, marquant la perte de confiance dans l'asset parce qu'on ne pense pas qu'il ira chercher les précédents sommets. C'est tout simplement ça l'analyse graphique, c'est juste l'interprétation de la psyché humaine, de comment est-ce que les gens se sont comportés par rapport aux informations qu'ils avaient au cours du prix. Et pour autant, on arrive à peu près à un plateau similaire par rapport à avant. Eh bien, les ventes à perte s'accumulent. Alors certes, on n'a plus ce gros volume énorme parce que certainement il y a tout simplement moins d'acheteurs qui se manifestent aussi et donc moins d'acheteurs à sortir au cours du temps. Et on a eu une capitulation finale vers janvier 2019 où on a lâché ce plateau-là avec des pertes qui, cette fois-ci, vous voyez qu'on s'inverse, on inverse les pertes, les gens se remanifestent pour acheter du Bitcoin, mais aussi peut-être qu'il n'y avait simplement plus beaucoup de vendeurs. On a sorti toutes les personnes qui étaient prêtes à lâcher du Bitcoin, les autres les ont gardés, alors soit parce qu'ils n'y ont plus accès, comme les personnes qui ont perdu leurs clés de Bitcoin, soit comme le portefeuille de Satoshi qui lui n'a pas bougé depuis le début du Bitcoin. Lors de ce rebond-là, qui a été assez significatif, hein, ça a été x3, x4, 3000 à 12 000 dollars de mémoire, donc un x4 au niveau du prix, la prise de profit a été faite. Ensuite, à nouveau, on a des ventes à perte, mais cette fois-ci sur un creux qui est montant par rapport à celui-là, donc on inverse la tendance à ce moment-là. Par contre, là, le rebond a été plus faible et il y a eu une prise de profit. Il y en a qui ont bien senti le coup et qui ont vendu là comme un signe avant-coureur avant le crash de 2020 qui était énorme en termes de vendeurs à perte. Tous les acheteurs qui avaient accumulé ici et qui se sont dit ça y est, ça repart, ont capitulé sur cette période-là en mars 2020 lorsque on a été enfermé chez nous. Et ça s'est passé sur quelques jours, c'était moins 50% sur quelques jours en termes de prix. Ensuite, on est très vite remonté pour quasiment plus avoir de vente à perte. Si on transpose maintenant cette data-là par rapport à notre structure de marché de 2021, là vous voyez sur quelle période on s'étend de mai 2019 à mars 2022. Et les datas sont assez récentes puisqu'elles sont arrêtées au 15 mars. L'asset Bitcoin a énormément grossi, ce qui a apporté beaucoup plus de volume, beaucoup plus de personnes s'intéressant à la blockchain, une adoption bien plus forte, ce qui se traduit par des volumes qui ont complètement explosé à la hausse ou à la baisse. Les pics de prise de profit n'ont plus rien à voir avec ce qui se passait dans le passé. Et pareil à la baisse. À chaque grosse correction qu'on a eue, il y en a eu deux en 2021, une lors de l'été, printemps-été, et l'autre lors de l'hiver, on a largement dépassé le volume que je qualifiais d'énorme à l'époque lorsque le crash de 2020 a eu lieu. Pour l'instant, on est en train de mimer plutôt ce comportement-là. Est-ce qu'il y aurait un autre crash qui nous attend, par exemple avec la crise géopolitique ou des événements externes comme la FOMC, la Fed américaine, qui pourrait accélérer sa montée des taux, même si j'y crois assez peu, mais peut-être que j'en parlerai dans une vidéo future par rapport à la politique monétaire américaine. Vous avez représenté dans ce gradient de couleur l'âge des bitcoins, ou plutôt la durée des bitcoins qui ont été hodlés par certains wallets, qui ont capitulé, qui ont vendu. Plus la couleur est claire, plus ces bitcoins ont été hodlés de longue date, comme vous pouvez le voir, sur 2-3 ans ou 3-5 ans. Et lors d'events majeurs de capitulation, même les hodlers de longue date vendent. C'est le cas lors du crash post-pic 2017. On voit qu'on a des couleurs claires en bas. Pareil au bottom du bear market de 2018. Et là également, pareil, lors de ce crash de 50% qu'il y a eu lieu. Ce que je veux dire, et ce que je vous dis souvent déjà depuis un certain temps sur ma chaîne, c'est que on ne marquera pas un bottom, ça n'est pas pour moi encore un bear market, parce que les hodlers de longue date n'ont pas encore massivement vendu comme par le passé, alors que vous voyez que tous les volumes ont explosé. Le nombre de bitcoins qui ont été vendus là a été nettement moindre par rapport à avant, alors qu'il y en a plus sur le marché, puisque entre 2018 et 2021, on a miné des bitcoins, on s'approche désormais des 19 millions de bitcoins minés sur 21 millions. Et malgré ce nombre grandissant, la capitulation a été plutôt modérée. Vous voyez qu'on est à peine au-dessus
vous voyez qu'en termes de nombre de bitcoins, alors pas de valeur, mais de nombre de bitcoins vendus, on est à peu près aux mêmes zones du crash de 2020. Donc les personnes qui avaient déjà vendu là et qui n'avaient pas l'estomac pour tenir ce marché et au-delà et croire à une remontée, ont revendu à nouveau. S'il y a bear market, et il pourrait y avoir, hein, certains le qualifient déjà de bear market, à mon sens, ça présente une structure de marché assez différente. On n'a pas ces pics-là de volume de Bitcoin qui viennent et qui vendent. Là, 95-98% des Bitcoins sont détenus par quelque chose comme 5% des portefeuilles. Les gros portefeuilles ont absolument tout racheté. Tant qu'ils ne reviennent pas vendre, il n'y aura pas de bear market. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas revenir et vendre tout d'un coup, hein. Ça peut être le cas. Il y a des métriques dessus sur le nombre de Bitcoin sur les balances des différents exchanges. Vous pouvez le voir notamment sur CoinGlass ou sur d'autres sites. Vous tapez simplement ça sur Google et vous aurez ce résultat-là. Ce graphe-là me paraît très intéressant. Vous avez en rose là le nombre de bitcoins vendus à perte. En blanc, c'est la courbe du prix du bitcoin. Le reste, je m'en fiche un petit peu, hein. À chaque bottom de bear market, ça correspond également au pic de bitcoin vendu à perte. Ici en 2019, janvier 2019, et là au pic, au crash de mars 2020. Pareil lors du printemps de 2021. Alors la grosse différence entre ces deux courbes-là, c'est que là, ça représente les bitcoins vendus, échangés en profit ou en perte, d'accord? Ça représente que les bitcoins vendus à perte, métrique complètement différente. On voit que les volumes de perte explosent, ce qui explique aussi par le prix grandissant et la taille de l'asset qui grandit. Ce qui est intéressant pour moi, c'est là l'hiver. Là, c'est vraiment un event de capitulation. On a fait moins 50 en 2 semaines. Ce sont les pires 2 semaines quasiment de l'histoire en termes de pourcentage du Bitcoin, malgré la taille de l'asset. J'étais allé remonter déjà loin. Je ne crois pas avoir vu peut-être une fois peut-être quelque chose de comparable. Mais sur toute l'histoire du Bitcoin, c'était un des plus gros crashs qu'il y ait eu lieu en 2 semaines. Sur le long crash de cet hiver, qui s'est déroulé sur plusieurs mois, on peut voir qu'il y a bien sûr plusieurs events de vente à perte, notamment là, ça c'est le crash du 4 décembre, je m'en souviens parfaitement, c'était un samedi. Je ne m'attends en général pas à des gros mouvements le week-end, là j'ai eu tort, gros mouvement, boum, gros sell-off avec une énorme mèche ensuite. On est venu stabiliser vers les 46-48 000 dollars avant de capituler à nouveau et d'aller chercher les 30 000 dollars, qui a créé alors ce deuxième sell-off énorme. Mais même en dehors de ces pics-là, depuis environ donc novembre et jusque maintenant, si on compte les mois, parce que ce pic-là du Bitcoin s'est créé lors du 8, 9, 10 novembre par là. Alors là, j'ai plus la date en tête exacte, hein, mais j'ai un peu la flemme d'aller vérifier ça sur la courbe, mais vous avez, c'est entre ces dates-là. Depuis début novembre et jusque maintenant, soit si on compte les mois novembre, décembre, janvier, février, mars, en cours, on est sur 4 mois et demi de vente à perte à des volumes massifs continuels. Là, juste pour vous donner une idée, vous avez l'échelle ici qui représente le volume, la valeur en dollars des ventes à perte. Vous êtes ici sur une charte daily. Chaque jour, depuis novembre, il y a 500 millions de bitcoins vendus à perte quotidiennement. Pour autant, on a trouvé un plateau pour l'instant, certes temporaire. On ne sait pas si ça va être le plateau final pour faire repartir les prix. Pour l'instant, ça a l'air de tenir, mais malgré ces ventes continuelles de 500 millions de bitcoins en valeur de manière journalière, il y a suffisamment d'acheteurs qui sont en train de se manifester pour racheter ces coins. Et notamment, on peut les identifier par les gros wallets qui ont accumulé, comme je vous l'ai dit, plus de 90%, 95% des bitcoins. Et c'est pour ça que ça fait des semaines que je le dis, sans que ces personnes-là reviennent sur les exchanges et vendent, il n'y a pas assez de volume vendeur, alors que franchement, le marché a complètement capitulé là. Là, ce qu'on appelle les weak hands, les paper hands ou les traders retails ont lâché le morceau. Ils veulent vendre, ils veulent partir de ce marché, ils ne pensent pas que ça va revenir, ils pensent que ça va aller plus bas. Et disons que cela me conforte plutôt, ou en tout cas me pousse à favoriser un scénario haussier quand on voit une telle morosité sur les marchés. Alors, est-ce que je pourrais me tromper? Bien entendu, je vous ai donné mes zones d'invalidation, mes niveaux de prix d'invalidation en daily, en weekly, et même en mensuel. Mais ça a été très intéressant à observer, en tout cas pour ma part. Dernière data Glassnode avant que je vous laisse, parce que la vidéo déjà fait une certaine durée. Cette fois-ci, ce sont le nombre de bitcoins qui sont en profit, alors qui ne sont pas vendus. Ce sont les bitcoins qui sont en profit détenus par les wallets.
Et ça retrace toute l'histoire du Bitcoin depuis 2011 jusqu'à 2022 et jusque son histoire très récente puisqu'on est au 15 mars 2022. Puisque les données sont arrêtées au 15 mars 2022, d'accord? Le bottom a souvent été trouvé depuis la genèse du Bitcoin autour d'un nombre de bitcoins qui sont en profit ou à perte à 50%. Ici à profit, mais si vous avez 50% des bitcoins en profit, vous avez 50% des bitcoins détenus à perte, ce qui est logique. Dès qu'on rentre dans cette zone de 50 voire 40%, c'est à chaque fois marqué le bottom majeur du bear market de chacun de ces cycles. Et à contrario, quand vous avez plus de 90% des tokens qui sont en profit, là ça marque un marché en surchauffe et une correction à venir. On l'a vu au pic du marché de 2017, on l'a vu en 2013 avec les deux pics, on l'a vu également ici lors du printemps, pareil lors du pic de l'hiver en novembre. Alors là, on peut imaginer une droite de tendance, vous voyez, qui irait de là à ici, qui irait répliquer la courbe des prix, mais également la tendance du RSI avec des creux montants, ce qui pourrait signifier en cas de rebond, bien entendu, puisqu'il faut valider cette trendline, que ce bull market n'est pas fini et que c'était simplement des corrections sur lesquelles les whales, les gros wallets, les long time holders sont venus accumuler du Bitcoin pour vendre plus haut. On pourrait aussi avoir l'interprétation inverse, c'est-à-dire que ce cycle-là est fini et qu'on n'a pas encore touché le bottom, puisqu'on n'est pas venu encore sur ces zones-là. Et là, on est à environ 70% des bitcoins détenus encore en profit. Les whales ont encore des intérêts à vendre puisqu'ils sont en profit pour venir chercher cette zone-là et vendre environ 20 points de pourcentage de bitcoin qui sont encore en profit pour faire cracher le prix et que seulement la moitié des bitcoins détenus soient à profit. À côté de ça, il est normal de voir que le nombre de bitcoins détenus en profit monte. Alors ça n'a pas été forcément le cas dans l'histoire du Bitcoin, puisqu'en 2011, on était à peine à 50%, ensuite on est descendu un peu en dessous, et là, en 2019, un peu en dessous, alors que le nombre de Bitcoin détenus qui ne bougent pas a tendance à augmenter, notamment ceux de Satoshi et des personnes qui ont perdu leur Bitcoin très tôt. Cependant, même là, sur cette chart-là, on voit qu'il y a un risque de bottom qui n'est pas encore créé parce que les gros wallets ne sont pas encore venus vendre. Tous ceux qui nomment ça déjà un bear market, et pourquoi pas, hein, si ça en est un, en tout cas, il est bien différent de ceux du passé à tous les niveaux, à la fois au niveau du pourcentage qu'il a corrigé, on n'est pas venu faire un moins 80-85%, mais moins 50%, et au niveau de toutes les métriques que l'on a, soit on-chain, soit même au niveau de l'analyse technique, du RSI, du BBWP, du stochastique, etc., on n'a pas les mêmes types de lecture. Voilà, je vous laisse là pour la vidéo d'analyse du Bitcoin d'aujourd'hui et pour cette vision un peu plus moyen long terme que ce qui se fait habituellement. Et j'espère que ce contenu vous a intéressé. Et je vous dis à la prochaine et je vous souhaite un très bon dimanche.